Ok, je démarre l'enregistrement, les chefs. Je regarde juste avant si je me suis pas fait harceler par mes 36 femmes. La beaufrie. J'ai vraiment reçu un message. Du coup, je ramènerai de la tarte et du crumble aux légumes. Bah voilà. J'avais envie de sortir une connerie, mais tu vas l'utiliser dans ton podcast, donc je vais pas la dire. Quoi? Non, vas-y, dis, parle. Non, 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 Si. non. Vas-y, continue de tourner. Oui, 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 oui. Bim, Pikachu s'est transformé en Pichou. Tararara. Eh bien, ah oui, c'est vrai, c'est encore à moi de faire l'introduction. Purée, c'est mon podcast, à chaque fois j'oublie. Bonsoir à toutes, mesdames et messieurs, cette fois. Ouais, j'inclus aussi les hommes, on est comme ça, on est comme ça. J'espère que vous allez bien pour cet épisode sur les études scientifiques. La dernière fois, on avait parlé de comment est-ce qu'on lit une étude. Maintenant, on va parler de to science or to not science. Est-ce que faut-il se fier à la science ou pas? On Ça y a est, changé les podcasts, hein. on est là. Parce que j'ai dit messieurs. Maintenant, déjà, t'as dit messieurs, et en plus, maintenant, on contre la science. La science vous ment. Les Mais scientifiques what? vous mentent. Mais quoi? Ou alors, vous avez C'est, juste pas compris comment on était censé les utiliser. Bref. On n'a même pas représenté Ahmad. Eh oui, de retour de Ahmad, Amatrou. Absolument. Le retour de Hamad, on dirait un livre sur quelqu'un qui a vécu la guerre, tu sais. Ouais, oui, on dirait, mais c'est peut-être... Ouais, on dirait, Ouais, on dirait, on dirait. on dirait. Donc, pour cet épisode, on parle d'études scientifiques. Pourquoi est-ce que ça pourrait être nul, les études scientifiques? Ça va être le Et oui. sujet du jour, donc on a fait une trame. Non, tu ne parles pas, Colin. C'est bien, on est organisé, même si je veux pas que Colin y parle et même si Ahmad me coupe la parole aussi, c'est compliqué. Donc on va expliquer point par point pourquoi il ne faut pas jurer que par la science. Et on va aussi vous donner des outils qui vous permettent de mesurer la fiabilité d'une étude. Et si vous voulez comprendre pourquoi il faut utiliser une étude ou comment lire une étude, vous allez regarder le premier épisode. Premier épisode qui s'est terminé sur Pram pam, cette étude que nous avions lue ensemble. Et du coup, il convient aujourd'hui que nous vérifions la fiabilité de cette étude. Parce qu'elle nous a appris certaines choses, elle avait des éléments intéressants, mais est-ce que c'est fiable? Mhm. Bonne question. Et du coup, aujourd'hui, je serai en quelque sorte votre présentateur. Voilà, je vais vous partager mon écran, etc. Et nous allons laisser principalement Ahmad poser ses questions, puisque Ahmad, du coup, il me semble que je t'avais posé la question, mais tu n'as pas fait d'études universitaires. Pas atteint l'université encore, non. Donc, Voilà, donc, vraiment que les bases, des bases. du coup, tu connais ce que le commun des mortels sait sur les études scientifiques, pas tant plus que Exactement. ça. Ok, Exactement. donc on a du coup un peu les trois échelons en quelque sorte aujourd'hui et c'est pas mal. C'est-à-dire, nous avons Malo qui a fait des études universitaires, qui a appris à décortiquer tout ça et j'imagine que tu en as utilisé plein puisque tu as fait un mémoire, non? Deux. Deux, ouah, t'as fait deux mémoires. Donc, il a bouffé des infos au petit-déj. Moi, je me suis documenté, je souhaitais faire des études universitaires, donc j'ai cherché tout ce que je pouvais, que le commun des mortels peut trouver, pour commencer à comprendre comment on décortique tout ça. Et Ahmad, du coup, lui, c'est littéralement ce qu'on lui Moi, a, c'était ce qu'on lui a enseigné. C'est exactement ça? ce qu'on m'avait enseigné à l'école, donc les bases de comment utiliser une étude scientifique, comment dire, mais pas plus que ça. Donc Voilà. c'est-à-dire, Tu t'es on pas n'a jamais plongé dedans. exactement. Donc c'est-à-dire que là, comme on fait le sujet d'aujourd'hui, qui est d'analyser la fiabilité, eh bien ça, on l'a jamais fait encore au niveau où j'ai atteint. C'était plus, on me donnait une étude scientifique qui savait déjà à l'école qu'elle était fiable, et on me disait, on va l'analyser, on va la comprendre. Eh ben, écoute, je te propose, Ahmad, qu'on attaque déjà sur ce sujet-là, c'est-à-dire c'est moi qui vais commencer par te poser une question. J'imagine que là, comment on a échangé, tu sais que certaines études ne sont pas fiables. Quelle est l'image que ça te renvoie, une étude qui est pas fiable? Est-ce que ça veut dire qu'elle veut rien dire? Est-ce que ça veut dire qu'elle est faussée? Est-ce que ça veut dire qu'elle ment littéralement? Pour toi, ça veut dire quoi qu'une étude n'est pas fiable? Qu'est-ce qui te vient? Alors pour moi, qu'est-ce qui me vient quand on me dit que l'étude n'est pas fiable? C'est que ça veut dire que le scientifique a menti pour avoir des résultats qu'il voulait. Ok. Mhm. C'est notamment ce qui se passe beaucoup dans les pseudosciences, où les chercheurs vont vouloir à tout prix prendre les moindres petits détails pour prouver qu'ils avaient raison, même si ces détails, ça pouvait être du aléatoire ou des coïncidences. Donc du coup,
l'étude serait littéralement fausse ou elle se baserait sur des vrais trucs pour avoir une mauvaise conclusion ou les deux? Elle se baserait les deux. Les deux. Ça peut être une étude qui est entièrement fausse, mais que le chercheur a voulu prouver tout de même qu'il avait raison. Ou bien ça peut être une étude qui se base sur des trucs vrais, mais qui est mal exécutée. Et donc, par le cas, les résultats sont pas corrects. Malo, est-ce que toi qui as eu du coup une formation là-dessus, tu as d'autres éléments, genre est-ce qu'il y a plus de choses qui définissent une étude comme pas fiable? Est-ce que moi j'ai quelques idées en tête, mais je vais te laisser répondre. Ben, je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit, et si je dois illustrer, il y a quelques années, on essayait par exemple de prouver la capacité des muscles à évoluer en termes de typologie musculaire. Et tout le monde essayait de prouver que tu pouvais devenir sprinter à partir d'une génétique de 100% marathonien. Donc ça s'appelle convertir les fibres de type 1 en fibres de type 2, B, X. Ça, on en a déjà parlé. À l'époque, il y a un type qui avait essayé de prouver ça, et son étude, elle était truffée d'erreurs de raisonnement, en fait. Les méthodes qu'il utilisait dans son protocole n'étaient absolument pas applicables au commun des mortels, donc en soi, ça ne servait à rien. Donc il y a cet aspect de est-ce que le protocole il tient la route? Est-ce que les déductions sont bonnes? Et ensuite, tout simplement, est-ce que le résultat il est trouvé par d'autres études? Parce que c'est bien, mais s'il y a un mec qui dit tiens, tu fais 3 squats et d'un seul coup, pouf, t'as changé toutes tes fibres, magnifique. Est-ce que c'est possible en fait? Pour voir si c'est possible, il faut voir si d'autres études ont déjà observé des résultats similaires. On a un exemple, je trouve, qui est très parlant, c'est que quelque chose dont on parle beaucoup, et je crois qu'on en avait parlé dans la première partie, c'est beaucoup d'études liées au sport, parce que là c'est le sujet qui nous intéresse, sont menées sur des gens qui ont une pratique dite débutante ou loisir, et du coup estimer les résultats comme étant complètement valables pour des sportifs de haut niveau, bah c'est souvent pas pertinent. Ça peut ou ça peut pas, mais du coup on peut pas savoir, on peut pas se baser sur une étude qui a été faite sur 5000 personnes qui vont au sport 1 heure par semaine et considérer que le résultat s'applique pour quelqu'un qui va au sport tous les jours 3 heures. C'est probablement que l'évolution musculaire qu'on voit, que l'amélioration d'état de santé qu'on voit, etc., bah, en fait, une personne qui a pratiqué assidûment n'aura pas les mêmes résultats du tout. Donc ça, c'est quelque chose où vous, derrière votre écran, même en n'ayant jamais fait d'études, en n'ayant jamais épluché d'études scientifiques, ça vous paraît évident que vous ne pourriez pas prendre les résultats comme ultra pertinents si vous vous entraînez de façon complètement différente des personnes sujets de cette étude. Moi, je pensais aussi justement à autre chose, c'est qu'un truc qu'on retrouve très souvent sur les problèmes de fiabilité dans les études, c'est la portion de gens testés. Oui. Il y a énormément d'études où la portion de gens testés est suffisamment basse pour que la conclusion, on puisse pas être sûr que ce soit viable pour tout le monde. Et ça, du coup, il n'y a pas eu de mauvaises intentions. Les protocoles ont théoriquement été respectés, c'est juste qu'ils ne sont pas à assez grande échelle pour que l'étude soit réellement fiable pour la masse, pour considérer que c'est une vérité. Oui. Je pense qu'il faut qu'on reprenne un petit peu parce que là on est parti dans tous les sens. Je pense que ce serait bien qu'on énonce point par point et qu'on développe tous les points qu'on a cités. Ouais, avec grand plaisir. Bah Malo, justement, je te laisse. C'était l'intérêt de ma première question que je t'ai posée. C'était quels sont pour toi tous les trucs à prendre en compte qui peuvent venir influencer la fiabilité d'une étude? Pour moi, le premier point à prendre en compte, les lobbies. Qui finance l'étude? Parce que en fonction, là on va donner des exemples pratiques à chaque fois, on a dit qu'on parlait un peu plus pratique. Si tu as une étude qui porte sur l'alimentation, la santé, mettons les bienfaits du sucre sur l'alimentation, enfin les bienfaits du sucre dans l'alimentation. Déjà tu te dis, attends, le nom de l'étude il est un peu chelou, qui l'a financé? Nestlé. Où tu regardes manger des céréales au petit déjeuner, et tu regardes et Kellogg's l'a financé, tu vois. Donc Et tu te dis, c'est probable que ces personnes-là veuillent un résultat positif du sucre sur, je sais pas, le développement du cerveau chez les jeunes. Justement, je suis tombé sur des études il y a pas longtemps sur le sujet. En fait, c'est pas des études qui vont forcément être fausses, c'est des études qui vont te montrer que les aspects positifs et elles vont être tournées de manière à dissimuler tout ce qui pourrait être négatif. Elles vont te dire, ah bah regarde, les personnes qui mangent pas, ça leur réussit pas bien. Alors,
déjà les enfants qui, je sais pas si c'est fait sur des enfants qui mangent un petit déjeuner avec des céréales ou des enfants qui mangent pas du tout de petit déjeuner, bah déjà de base c'est faussé parce que tu pourrais dire on va comparer entre des enfants qui mangent un petit déjeuner sain et des enfants qui mangent un petit déjeuner transformé à base de céréales, tout ça. Tu aurais plus de sujets d'études et tu pourrais plus facilement comparer entre les groupes. Et ensuite, dans les déductions qu'ils vont faire, ils vont juste se dire ah bah ce groupe-là avait une des meilleures capacités de concentration et ils vont pas te dire mais en parallèle il est devenu diabétique 2 ans plus tard ou ce genre de truc, ils vont pas te le dire, tu vois. Mmh. Donc si je comprends bien, premier point à vérifier, dans la fiabilité, c'est qui finance la recherche? Absolument. Donc ça, après, c'est pas toujours facile à repérer. Normalement, c'est tout en bas des études. Moi, dans celle qu'on avait vue la dernière fois, c'était tout en bas. Il y a des études qui ne sont pas financées tout court. Dans le sport, il y a relativement peu de lobbies qui se créent parce que la découverte ne profite à personne. Là où pourrait y en avoir, ce serait éventuellement sur la complémentation, avec Mmh. les protéines, créatine, tous ces trucs-là, là, pourrait y en avoir. Et donc, si on n'arrive pas à discerner si le lobby joue ou pas, dans ces cas-là, on peut se pencher sur la quantité, encore une fois. Donc, le nombre d'études et le nombre de sujets aussi sur lesquels c'est traité. Une étude qui va être menée simplement sur un échantillon de 10 personnes, et une seule étude, bien évidemment, tu te doutes que c'est pas aussi fiable que s'il y a déjà 100 études, 1000 études sur un sujet donné et qu'elles concordent tous au même résultat. D'où l'intérêt de la méta-étude dont on parlait la dernière fois. On l'avait à peine survolé. J'en profite justement. Bah, Ahmad, est-ce que tu sais ce qu'est une méta-étude du coup? Je suppose que oui, mais... Méta-étude, non, Mhm. Ah, tu ne sais pas. Eh non, ben la écoute, méta-étude. à ton avis, juste là, d'instinct, tu dirais que c'est quoi une méta-étude? Une méta-étude pour moi, c'est une étude qui a été réalisée virtuellement, c'est-à-dire, qu'on n'a pas pris de sujets physiques, mais des sujets virtuels? C'est très drôle parce que du coup, tu te fais influencer par l'entreprise Meta. Eh Euh, oui, eh oui, totalement, totalement. parce que je vois la suite logique, mais si l'entreprise Meta s'appelle Meta, c'est pour le même mot d'origine. Si je dis pas D'accord. de bêtises, Meta, ça veut dire après ou au-delà de, Ah entre ou avec. d'accord, Donc en gros, c'est quelque chose de plus grand, de plus général, d'au-delà de. d'accord. Je suis l'alpha et le méta. Ouais. Du coup, avec ce sens-là, est-ce que tu as peut-être une idée un peu plus claire? Oui, oui, largement. On dit souvent méta-analyse, en fait, c'est juste que ça prend toutes les études qui ont été faites sur un sujet donné et ça dit, bon, bah voilà, il y a 90% des études qui ont dit que quand tu faisais des squats, ça te donnait un plus gros fessier, et il y a 10% des études qui disaient que ça développait pas seulement les fessiers, mais aussi les quadriceps. Il y a 50% des études qui portaient sur des débutants. Tu vois, en gros, ça fait un résumé de toutes D'accord. les études sur un sujet donné. Les méta-analyses sont par conséquent très fiables. C'est sur elles qu'il faudrait se baser en soi la majorité du temps. Sauf que le problème, quand tu cherches des sujets qui sont extrêmement nichés, bah, il n'y a pas de méta-analyse dessus. Déjà, trouver des études dessus, c'est pas facile. On a aussi un autre travers, parce qu'une méta-étude, attention, ça, là, vous allez nous entendre dire plein de fois, ça, on peut s'y fier, mais dans un cas, parce que c'est la vie, hein, c'est souvent comme ça. C'est Typiquement, par exemple, contextuel. je sais que sans rentrer dans le réel débat lié à ça, il y a eu des méta-études sur mince, les petites piles, l'homéopathie. Le problème étant que la majorité des études ont été financées par le même groupe, Ah, le hein. groupe qui détient l'homéopathie. Donc du coup, une méta-étude qui se base sur 90% d'études financées par ceux qui détiennent l'homéopathie, Mmh. sans dire que c'est fiable ou que c'est pas fiable, en tout cas, ça fait se questionner. Ça pose Eh forcément un oui. problème, et là, du coup, la méta-étude est à prendre avec des pincettes. Donc, on a dit attention au lobby, attention au nombre d'échantillons, mais ce n'est pas fini. Il y a aussi attention à la date de l'étude. Parce que, là, on va revenir encore une fois sur la fac et sur ce qu'on apprend en cours. Parce que le souci, c'est que les profs que tu as à la fac, allez, je pense que la moyenne d'âge du prof à la fac, c'est 50 ans. T'as les étudiants-chercheurs, ouais, ok, ils font descendre la moyenne. Allez, on va dire, on la descend à 47, la moyenne. Ok. Allez. Le souci,
c'est que ces profs-là, il n'y en a pas beaucoup qui s'actualisent, je sais de quoi je parle, et donc, s'ils se basent sur des études qu'eux-mêmes ont appris lorsqu'ils étaient en cours, ils ont déjà 25 ans de retard. Et là, c'est en partant du principe que leurs profs à eux, ils étaient actualisés au jour, tu vois, de la dernière pluie. Déjà, en partant de ce postulat-là, toi, tu vas à la fac, tu sais que tu apprends des trucs qui ont 25 ans de retard, minimum. Ça, c'est un souci annexe, le fait que les profs ne s'actualisent pas, mais le fait est que la science est quelque chose qui fluctue énormément, surtout ces dernières années, parce qu'on a eu plein de nouveaux outils qui sont arrivés. Je parlais des fibres musculaires tout à l'heure. Juste, genre, il y a 40 ans, on savait qu'il était possible de convertir des fibres 2BX en fibres 1, donc des fibres très puissantes vers des fibres très endurantes. Mon prof disait d'ailleurs, d'une Ferrari on peut faire une 2 chevaux, mais d'une 2 chevaux on peut pas faire une Ferrari. Ben, il s'avère que les dernières études montrent que d'une 2 chevaux tu peux faire une Ferrari. Et je pense que même Villebrequin en serait capable. Alors, moi, il y a une chose que j'allais dire, c'est que généralement, monsieur tout le monde, quand il regarde une analyse scientifique, a tendance à oublier de regarder la date. Et c'est, à mon avis, une chose qui est très importante, que moi-même, j'en suis coupable. C'est que parfois, il se peut que quand on lit une analyse scientifique ou une recherche scientifique, on ne fasse pas attention à la date et qu'on se réfère à une analyse qui a été faite en 1968. Puis on se retrouve à utiliser ça dans nos recherches à nous-mêmes. Donc si maintenant Malo fait un livre et qu'il utilise ça pour se baser comme référence, eh bien, il se peut que les références qu'il utilise soient faussées, n'est-ce pas? Eh ben, justement, c'est là-dessus que moi, ça m'intéresse de rebondir. Oui. C'est que vous remarquez qu'avec ce qu'a cité Malo, si vous creusez un peu la tête, en fait, on peut réaliser que c'est juste des biais de réflexion que tout humain a. Ça marche en toutes circonstances. Mhm. Je vous donne un exemple. Problème de protocole. Ah, bah, ma grand-mère, elle a allumé une bougie dans sa cuisine et depuis, il n'y a plus de girafes. C'est que les bougies éloignent des girafes. Problème de protocole. Là, je l'ai dit à l'extrême, mais on en a tous déjà fait des trucs comme ça, de j'ai un ami qui, donc ça marche. Bon, l'intérêt des études scientifiques, c'est d'essayer de s'éloigner de ce genre de choses. Mais même elles peuvent avoir ce genre de problème. Vous pouvez vous dire que, au même titre que pour éliminer les biais de réflexion, il faut juste aller pousser plus loin, eh ben, les études cherchent à faire ça. Donc en fait, une étude n'est jamais vraie ou purement fausse. Elle peut être erronée, mais c'est différent de purement faux, à part si ça a vraiment été manipulé, triché, etc. Mais la plupart du temps, ce ne sera pas ça, parce que c'est vérifié. La plupart du temps, ce sera des erreurs qui vont venir modifier la réflexion. Et donc, en fait, au même titre que, je sais pas moi, la théorie de la gravité, elle est super vieille, pourtant on l'enseigne encore aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire du coup qu'elle est fausse, etc. Non, elle a été précisée, reprécisée, reprécisée. Et du coup, certaines conceptions de la gravité qu'on avait à l'époque, eh ben, si on basait tout dessus, c'était erroné. Et avec le temps, on est parti d'une approximation à quelque chose de plus en plus précis, mais cette précision n'a jamais de limite. Donc, toute étude scientifique est vouée à être au moins en partie erronée quand on sera de plus en plus précis avec le temps. Alors ça, du coup, ça paraît super triste, parce que ça veut dire que, on peut pas se fier aux études scientifiques non plus. Bah, non, pas à 100%, mais quand même vachement mieux, parce que le but, c'est qu'ils aient poussé la réflexion, c'est qu'ils soient allés chercher plus loin. C'est aussi pour ça que vous devez pas vous baser sur une seule étude, c'est aussi pour ça que vous pouvez pas lire une méta-étude et dire, ok, du coup, j'ai compris, c'est fiable. Mais voilà, on est des humains, on va pas passer notre vie à lire des études tout le temps. Donc, réfléchissez juste à ça. On l'a en fait. Réfléchissez juste à ça. C'est comme des biais de réflexion. Il faut aller creuser plus loin, autant que vous pouvez, pour être le plus sûr que ce que vous avez en tête est proche de la réalité. Ta métaphore là, avec la girafe et la mamie qui allume une bougie, ça s'appelle du sophisme. En Oui. gros, le sophisme, c'est quand on fait des fausses déductions, et ça nous fait une belle transition vers le prochain point. Par exemple, tu dis, tous les chats sont gris, j'ai un animal qui est gris, donc cet animal est forcément un chat. Ça, c'est une fausse déduction. Tu prends quelque chose et tu dis que l'inverse, il est vrai. En science, c'est souvent fait. Le protocole, même s'il peut être bon, la déduction qui est faite à partir de ce protocole ne l'est pas toujours. Exemple type, les 1000 pas par jour. Ou même manger un gros repas du soir. Je pense que je vais parler des deux. Les 1000 pas par jour. L'étude scientifique va te prendre un échantillon, peut-être même très grand, mettons de 1 million de personnes. C'est très probable que j'ai déjà vu une étude sur 1 million de personnes sur le sujet d'ailleurs. Mm. Et cette étude va te dire, eh bien, toutes les personnes parmi ces 1 million qui marchaient
en moyenne 10 000 pas par jour, avaient moins de risque de cancer, étaient en meilleure santé, meilleur cardio, etc. Voilà, ils vont te faire une étude sur 1 million de personnes sur 3 ou 4 ans. Et du coup, tu te dis, ouais, l'échantillon, il est béton, ça a pas l'air financé, et puis c'est dans l'idée de se remettre en activité, enfin, pourrait pas trop y avoir de lobby là-dessus. Ok, ça paraît fiable. Ouais, tout le protocole tient la route, pas de souci, mais la déduction qui est faite, c'est donc marcher 10 000 pas par jour, ça contribue à la santé. Non, non, la déduction elle est pas bonne. Là-dessus, c'est à toi de faire les déductions que tu veux, regarde le protocole et comprends-en ce que tu veux, mais fondamentalement, ça peut juste être parce que, je sais pas, toutes les personnes qui marchent 10 000 pas par jour, elles ont aussi un mode de vie qui est plus sain en général. Elles font plus attention à leur alimentation que ceux qui sont tous sédentaires ou qui sont déjà malades pour d'autres trucs. Ça, c'est des informations qu'on n'a pas. Il faut vraiment faire attention à ces erreurs de déduction. Je suis pas en train de dire que marcher 10 000 pas par jour, c'est quelque chose de mauvais. Va, teste par toi-même, expérimente, tu verras que tu te sens souvent en meilleure forme quand t'as marché 7 000, 10 000 pas par jour que quand t'en as fait que 1 000 parce que t'as juste fait des allers-retours aux chiottes. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Ahmad, ou une question ou quoi que ce soit? Non, je pense que c'était assez clair là-dessus. Donc, Mm. il est clair que la déduction à faire, c'est par soi-même et ne pas se fier à une déduction qui Mm. paraît toute faite. Des fois, la déduction semble faire sens, mais il faut se rappeler C'est ça. que. Enfin, là, Exactement. par exemple, ça semble faire sens. Tu te dis, bah oui, ok, du coup, c'est le point commun entre toutes les personnes qui sont en bonne santé, donc c'est forcément ça la raison. Non. Mhm. Et la plupart des études scientifiques fonctionnent comme ça. Oui. Et si tu veux un exemple qui peut être très parlant de comment une étude peut être beaucoup plus complexe côté individuel, par exemple, des études totalement fiables ont bien prouvé depuis très longtemps que fumer des clopes, ça augmente les risques de cancer. Mais un très bon exemple d'une conclusion qui pourrait être très foireuse et pourtant qui ferait super sens, c'est si je fume pas de clope, j'ai moins de chances d'avoir un cancer. Bah, t'as peut-être un peu moins de chance, t'as peut-être un peu moins de chance d'avoir un cancer lié au tabac. Mais en fait, déjà, il y a des gens qui vont quand même l'avoir, genre il y a des fumeurs passifs qui au final vont choper le cancer parce que l'humain a du mal à gérer les probabilités. Je vous donne un exemple tout con. Vous savez que vous avez 50% de chance de lancer une pièce en l'air et qu'elle tombe sur face. Mais vous pouvez lancer 1000 pièces et elle va tout le temps tomber sur pile. Vous pouvez lancer 1000 pièces et elle va tout le temps tomber sur face. L'humain, s'il devait dessiner du 50% de chance, il ferait pas ça. Il ferait pas de l'aléatoire. L'aléatoire, on ne sait pas le représenter. Donc, par exemple, tous les trucs qui vont parler de probabilité de ou ce genre de choses, ben, on va avoir plein d'exemples aussi de gens où normalement la probabilité d'un cancer était très basse et ils vont en avoir 3 dans leur vie. Des gens où la probabilité d'un cancer elle est très haute, ils vont en avoir aucun. C'est beaucoup, ce genre de choses crée l'analyse de c'est cohérent ou c'est pas cohérent, beaucoup plus flou pour l'humain. Donc du coup, c'est très facile de tomber sur une conclusion. On l'avait dit dans l'épisode 1, de ne pas aller directement lire la conclusion comme ça, bête et méchant. C'est très facile de lire une conclusion qui est super logique, qui est super liée à l'étude, qui est super cohérente avec tout ce qu'on sait. Mais en fait, si on lit vraiment l'étude en entier, on s'aperçoit que, ah ouais, mais il y a tous ces facteurs-là qui n'ont pas été pris en compte. Ah ouais, mais la portion, elle était de cette population-là qui est connue pour avoir ce type de risque ou ce genre de choses. Un exemple, ça paraît évident d'un seul coup à tout le monde que la règle des 10 000 pas par jour pour les Américains qui ont un cas d'obésité quand même assez élevé et qui globalement ont beaucoup de sédentarité, bah, ça va beaucoup mieux marcher que dans des tribus aborigènes qui passent leur temps à chasser. Ok, c'est pas des pas, ils courent. Mais enfin, du coup, ça marche plus notre conclusion, quoi. Il y a plein de choses comme ça qui vont venir énormément perturber. En fait, je reviens à mes biais de réflexion. Vraiment, toutes les études scientifiques essayent d'éliminer les biais de réflexion, mais l'humain, par nature, va tomber dedans. Eh bien, pour moi, il y a un dernier point. On revient un peu sur les échantillons. C'est l'extrapolation. Ça rejoint les échantillons et le sophisme dont on a parlé avant. L'extrapolation, exemple type, ça c'est extrêmement fait dans les études sportives. Un débutant, il fait 20 séries de curl biceps, il progresse plus que s'il en fait 10. Donc, pour tous les sportifs, c'est mieux de faire 20 séries de curl biceps que d'en faire 10. Non. Je vois. Je vois aussi. C'est le genre de déduction que beaucoup ont fait au début du sport. Par exemple, moi, c'est une réflexion que je me suis beaucoup faite. Quand j'ai débuté, j'avais la sensation de progresser très vite. Et puis maintenant, j'ai la sensation de stagner.
Mais je pense que c'est juste en fait l'intensité au début était beaucoup moins importante, l'intensité des exercices que j'ai atteint maintenant. Je pense que c'est ça. Et ton corps s'est adapté, ton corps il s'adapte au changement. Donc pas de sport à sport, changement énorme. Sport à plus de sport, changement. Sport max à sport max plus une goutte, très peu de changement. Exemple type pour tous les gamers, c'est comme quand tu passes de ton écran 60 Hz à 144 et que tu passes de 144 à 165. On comprend celle-là. Ou- Celle-là, on l'a compris. Ou si on reste dans les jeux vidéo, World of Warcraft de niveau 1 à 10, 10 minutes, de niveau 79 à 80, 5h30. Oui, voilà, exactement. Ah, ça, c'était le point numéro 1, le fait de ne pas confondre les études entre débutants et confirmés. Et ça, des personnes qui se prétendent même calées dans les études scientifiques font cette erreur. J'en avais déjà parlé, mais je vais pas citer de nom plus que ça, mais attention encore une fois à vos sources. Et même si les personnes mettent des sources, allez quand même les voir. On pourrait se demander, mais pourquoi justement dans la plupart des études sur les débutants, alors c'est fait en musculation, pas en street workout, parce que street workout c'est encore trop peu connu, il y en a un peu sur la gymnastique aussi, mais pourquoi en général sur les débutants ou sur ce genre d'études c'est toujours plus de volume qui apporte plus de résultats? Eh bien, si vous avez regardé les protocoles des études, c'est des programmes chiants à mourir. C'est 10 séries de un exercice, ensuite tu passes à l'autre, 10 séries de un autre exercice, ensuite tu passes à l'autre. Mais sérieux, pourquoi il y a aussi peu d'études sur les personnes confirmées, mais qui, de sérieux dans sa pratique, pourrait sacrifier 1 mois, 2 mois ou 3 mois de pratique à faire un programme aussi chiant à mourir que ça? Ou même encore plus drôle, si vous êtes allé voir un jour dans votre vie un préparateur physique, est-ce qu'il vous a vraiment fait faire ça? Genre, il vous a pris les 5 exercices généraux et il vous a dit vous allez faire 10 séries de 10. T'inquiète. Bah non, Bon, il un va mois. être ultra spécifique. Bah, plus maintenant, mais figure-toi que le 10x10 comme ça s'appelle la German Method, et il y en a, enfin c'était fait justement il y C'était a fait, ouais. 50 ans, etc. Alors, il y a certaines personnes pour qui ça peut être utile dans des cas bien spécifiques, mais Oui. sincèrement, pas 3 mois quoi. Genre jamais de la vie. Toujours est-il que les programmes étant si chiants, tu peux pas forcer et te donner à fond. Donc souvent, l'étude type, ce serait le volume dans l'hypertrophie. Ça, je pense que c'est l'étude qui a probablement été le plus faite dans le sport, avec les études sur la perte de poids. Euh, le volume, on sait que pour créer de l'hypertrophie, il faut des répétitions difficiles. Donc si le débutant, il pousse aucune série à fond, automatiquement, celui qui a poussé plus de séries pas trop à fond, il va progresser plus que celui qui a fait 2-3 séries sans les pousser. Mais je veux dire, tu pourras avoir le même résultat sans faire 15 séries, juste en faisant 3, mais que tu pousses au max parce que l'entraînement il te plaît. La notion de plaisir des sujets, le retour des sujets par rapport à l'entraînement, c'est quelque chose qui est peu étudié, mais normal, parce qu'à haut niveau, c'est super important d'individualiser l'entraînement. Et si tu veux individualiser l'entraînement et en même temps pouvoir comparer les sujets entre eux, c'est un casse-tête sans nom, parce que tu trouves pas deux sujets qui ont le même niveau, les mêmes lacunes. C'est trop. Ça devient trop compliqué à partir d'un certain niveau en fait. D'où le conflit qu'on a très souvent entre les gens de terrain et les gens dans la recherche, où en fait, de toute façon, la logique n'est pas la même. Les personnes dans la recherche ont besoin d'une généralité valable pour la masse qui globalement fonctionnerait, là où les gens de terrain ont besoin de quelque chose qui fonctionne au mieux dans un cas précis. C'est littéralement deux visions qui s'opposent. Donc, et vous pouvez voir ce que ça donne quand des coachs cherchent la généralité. Bonjour Jean-Michel Street, tu as probablement acheté un programme. Je n'ai pas besoin de citer qui que ce soit. Ce programme a eu quelques effets positifs, pas les effets positifs que tu escomptais. C'est pas la faute de la personne qui a écrit le programme. Il a écrit un programme pour 1000 pratiquants, voire 10 000 pratiquants. En fait, tout le monde peut l'acheter, tout le monde peut le faire. Évidemment que ton problème spécifique du grand dentelé qui n'arrive pas à s'engager quand tu lines, il n'est pas ultra détaillé dans son programme. Ce n'est pas possible. Donc voilà, et n'importe quel exemple de personne cherchant à faire du sport pour la masse,
est obligé de se confronter à globalement de l'échec un peu. C'est obligé. Mais ça veut pas dire que c'est pas pertinent. Parce que, par exemple, bon, désolé, hein, Thibaut InShape, moi j'aime pas pour plein de raisons, mais il faut reconnaître que ce mec-là a mis énormément de gens au sport. Mal, Oui. de manière qui fonctionne pas, mais après les gens ils vont chercher leur individualisation à eux. Donc ça a du positif. La règle des 10 000 pas, la conclusion n'est pas bonne, mais que tout le monde se mette à faire 10 000 pas parce qu'on a pu prouver que globalement c'était pas si mal, ça a de grandes chances d'améliorer la vie de beaucoup de gens. C'est pas inutile. Est-ce qu'on a fait le tour du coup de ce qu'on doit prendre en compte pour Moi, ça me dire semble qu'une bon. étude n'est pas fiable? Mm. Ouais. Ahmad, toi aussi, tu penses que là, tu as les éléments en tête de ce qu'il faudrait vérifier si tu voulais lire une étude? Oui, donc on avait dit les lobbies, vérifier Mhm. la quantité d'études faites sur le sujet, la Oui. quantité d'échantillons et Mhm. la date de réalisation de l'étude et être à jour sur les nouveautés par rapport au sujet. Quantité d'échantillons, tu peux prendre le protocole de manière générale, parce qu'une grosse quantité d'échantillons, mais avec un protocole foireux, est-ce que j'ai un exemple? Les effets positifs de la natation sur 50 000 personnes, pas dans l'eau. Bon, T'as une capacité à trouver Mec, des exemples de merde. Non, mais déjà, avec la mamie qui allume la bougie, ça m'a. Vraiment, heureusement que j'étais déjà assis parce que je serais tombé par terre, mais là. mais parce que c'est des exemples extrêmes qui marchent, mais le problème, c'est que ce que je viens de vous dire, ça a été fait. Non, Le mais tu problème, c'est que ce que je déconnes. viens de vous dire, ça a été fait. Il y a eu une étude qui a été insultée de partout parce qu'ils ont fait. Alors, je crois pas que c'était la natation, mais c'était Le air guitar. l'efficacité de X sport dans X hypertrophie de X muscles sans faire le sport en question. C'était peut-être tennis, sauf qu'il devait faire le mouvement à vide. Bah, Ouais. t'as pas la raquette, tu tapes pas dans une balle, tu peux pas vérifier le résultat de ce que ça donne de taper dans une balle avec une raquette. Ça ne marche pas. Mais le problème, c'est qu'ils étaient un peu piégés parce qu'en fait, s'il y avait la raquette et la balle, ils pouvaient pas mesurer précisément parce que la balle, elle tapait jamais au même endroit, parce que même s'ils Hmm. prenaient tout le temps la même raquette, la même balle et qu'ils essayaient de viser tout le temps le même point, et ben en fait, ça marchait pas. Donc en fait, ils ont fait un mouvement similaire, ultra reproductible, mais mais du coup, ça marche pas. Donc Oui. voilà. Donc le Ouais. protocole de manière générale. Voilà, vous avez les points. Lobby, du coup plutôt la masse d'études, les citations, etc. On en avait déjà un peu parlé dans le point 1 et essayer de prioriser les méta-études. L'ancienneté de l'étude et Les du coup échantillons. le protocole. Le protocole de manière générale. L'échantillon fait Oui, partie du protocole, c'est bien de oui, vérifier le reste. oui. Mais maintenant vient un problème. Ahmad, si je te balance une étude là maintenant, est-ce que tu penses qu'avec ce qu'on vient de dire, tu arriverais à savoir à quel point elle est fiable? Je pourrais essayer. Ok, je te propose qu'on essaye ensemble, on va se marrer. Allons-y. Moi, j'en serais pas capable non plus, hein, donc ne t'inquiète pas. Euh, on a donc repris notre exercice oxydative stress and hormesis qu'on avait Ok, vu dans l'épisode précédent. Toi, tu n'étais pas là, Ahmad, donc c'est parfait. effectivement. Je vais pouvoir te laisser décortiquer un peu. Est-ce que tu arrives à lire? Est-ce que j'arrive à lire? C'est un peu petit, mais ça va, c'est visible. C'est lisible. Ok. Oui, Si, c'est si visible. besoin, regarde, je peux faire ça. Hop, je me planque un peu plus. Magnifique, c'est Pouf. bon, c'est bon. Pour le Et coup, je t'es au vais toi. zoomer. Regarde. Ah, Ah, c'est beau. magnifique, c'est parfait là. La tête d'étude. Alors, c'est les instituts qui ont participé et au-dessus, c'est les personnes qui ont mené. Oui, ça j'ai compris. Les personnes qui ont mené, Donc on a la date. ok. 2007. Là, on peut s'en référer à notre cher Malo. 2007, c'est vieux, c'est jeune, c'est entre les deux. On va dire que moi, ce qui me semble acceptable dans les études, c'est 10 ans, 15 ans, c'est bien. Après, les études antérieures peuvent aussi être utiles selon le nombre de fois où elles ont été citées et bah, justement enfin, le nombre de fois où elles ont été utilisées. Tu vois, il y a des études par exemple sur comment un muscle est composé. Bah, même si les études datent de 57, ouais, elles sont fiables, tu vois, elles ont été utilisées, elles ont été citées 1000 fois, les trucs, et citer 1000 fois pour une étude, c'est stratosphérique. Donc c'est ok. Un peu le même exemple que la théorie du coup de la gravité, où globalement on Hmm, n'a pas réécrit la théorie de un la film. gravité, mais on est venu préciser. Donc du coup, si tu vois, en gros, Malo, on est d'accord que si tu vois une étude d'il y a plus de 15 ans, tu vérifies à quel point elle est citée et tu essayes de trouver Hmm, éventuellement des révisions dans des études plus récentes. Mhm. voilà, Ok, c'est ça, tu d'accord. regardes les autres trucs, enfin tu regardes s'il y a d'autres études qui ont montré la même chose, est-ce qu'il y en a des plus récentes aussi.
Voilà. Déjà, on peut voir du coup que les instituts qui ont participé, on a un point qui pourrait nous encourager à se dire que c'est pas trop foireux. On a plusieurs pays, plusieurs grosses universités. On peut se dire, ok, ça peut-être pas si mal. 2007, du coup, avec ce que nous dit Malo, on est sur quelque chose qui est pas trop foireux, mais qui est pas non C'est plus récent, de... ouais. Voilà. Ok. On attaque la suite. Donc ici, on a l'abstract. Ça nous permet de faire un petit rappel de ce qu'on avait dit dans le premier épisode. Est-ce que Mhm. tu peux nous faire un résumé, Ahmad, de ce que tu comprends, de ce que voudrait dire l'abstract, déjà de manière générale, et donc ici, en lisant en diagonale, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, si je comprends bien, l'abstract, c'est la déduction qu'ils ont tirée du travail, c'est ça? C'est un résumé. Hmm, C'est un ouais, résumé, pas voilà. exactement. C'est vraiment une version réduite de tout ce qui est censé être contenu dans l'étude. Je vois. Ouais. En gros, là, tu vérifies juste. Tiens, j'étais en train de chercher, je sais pas. Moi, par exemple, si je cherchais Hormez vis-à-vis des médicaments, bon, je me suis gouré d'études. Je peux aller chercher ailleurs. Ok, Oui. next. On a l'introduction. Bon, ça, je fais pas l'affront de te demander ce qu'est une introduction. On va checker très vite fait, mais là, déjà, on a peut-être un peu plus d'infos qui nous intéressent. Alors, Je te laisse généralement, dans lire un peu. l'introduction, on écrit ce qu'on va chercher, par quel moyen. C'est ce qu'on essaie de prouver et par quel moyen, généralement. Alors, ce qu'on essaye de prouver, très souvent, ça c'est un truc qui est très important de rappeler, très souvent, en études, on cherche plutôt à prouver que c'est faux. Mhm. Parce que quand on prouve que c'est faux, c'est plutôt fiable. Alors que quand on prouve que c'est vrai, c'est juste qu'on n'a pas encore pu prouver que c'était faux. Oui, ça paraît bizarre si vous avez jamais foutu le nez dans la zététique. La zététique, c'est l'art justement d'arriver à s'approcher un peu du vrai, si je simplifie, mais en gros, c'est d'essayer de casser, comme je disais, les biais cognitifs, les biais de réflexion, tout ce qui pourrait faire qu'on arrive à une mauvaise conclusion. Donc Mhm. faire preuve de zététique, eh ben, souvent, ça va nous pousser plutôt à prouver que quelque chose est faux. Si je veux prouver qu'une balle vole, en la lâchant, je vais facilement prouver que dans ma pièce, elle est tombée, et donc que c'est faux qu'elle vole. Par contre, je peux pas prouver qu'elle volerait jamais. Mhm. C'est très dur de prouver qu'elle volerait jamais. Mais j'ai au moins prouvé que dans ce contexte-là, non, elle ne vole pas. Ça, c'est sûr. Du coup, il y a pas mal d'études qui sont citées. Ok, ça paraît relativement complet. Tu te dis, bon, il fait référence à plein de trucs, ça doit être plutôt fiable, même si c'est souvent qu'il fait référence à ses études à lui, Ah, Mhm. d'accord. quand tu regardes bien. Mhm. Donc déjà, justement, on peut émettre peut-être un doute. C'est qu'on a dit, au début, on a les gars qui le font, principalement c'est Radak, et Radak se cite lui-même. Alors, Mhm. ça peut être très fiable, parce que ça peut être un mec qui est l'expert de son domaine et qui a fait toutes les études là-dessus, et c'est un espèce de ponte de ce truc-là. Ou ça peut être un gars qui tourne en boucle sur ses propres refs. En tout cas, si il se cite lui-même, ça peut être plus douteux. Par Mhm. contre, on remarque qu'il se cite dans plein de cas différents, et il y a des moments où c'est pas lui. Et d'ailleurs, il Donc, cite aussi des études menées en 1956. et là vient un premier biais de réflexion que je vais vouloir casser tout de suite. Certains vont se dire, ah, ça se base sur un truc de 56, un truc donc qui est basé depuis longtemps et qui Mhm. visiblement fait encore effet aujourd'hui, donc c'est fiable. Pas de facto parce que c'est 56. Ah oui, mais du coup, peut-être qu'il y a des trucs récents, notamment ça a été fait en 2007, et là, ça se base sur un truc de 2005. Donc, c'est récent, donc ça veut dire que c'est le plus à jour. Mhm. Pas forcément non plus. Il va falloir voir le détail. Donc, du coup, La on date, ça nous a. permet juste de dire que quels outils on avait à ce moment-là. Ça Mhm. permet juste d'identifier ça. Si on résume rapidement dans l'étude, ils disent bon bah voilà la durée d'un stress qui est trop long pour que le corps il s'adapte, voilà la durée qui est plutôt bien, voilà ce qu'on appelle des stresseurs. Ok, ils expliquent grosso modo comment ça fonctionne leur messe en se servant des études qu'ils ont déjà fait ou que d'autres personnes ont déjà fait en les citant. Ok, il n'y a pas de protocole en soi, c'est plutôt là ils vont faire un récapitulatif de tout un tas d'études et croiser les informations. Donc ça rejoint ce qu'on disait avant avec les méta-études. Et donc ensuite, si on descend un peu plus, qu'on enchaîne. Est-ce qu'on a un moment où ils vont parler précisément? Non. Ouais, on est vraiment dans de la méta-étude, donc ça regroupe les travaux. Donc là, du coup, vu qu'on est dans de la méta-étude, ça regroupe les travaux de Radak. C'est peut-être moins foireux vu que c'est dans le cadre d'une méta-étude.
C'est-à-dire le gars, il a fait toutes ses études sur ça, puis après il les regroupe pour vérifier lesquelles ont été bien fiables ou pas. Parce que, on rappelle, un scientifique, quand il mène une étude, son but n'est pas d'avoir raison ou tort. Son but est de voir le plus vrai possible. Donc là, potentiellement, il revérifie ses propres biais. Ici, on a des section snippets. Alors, même Malo et moi, sur le moment, on avait Ouais, un si peu. maintenant j'ai. Mais maintenant, voilà, maintenant on sait. Donc, Malo, est-ce que tu peux nous l'expliquer? En gros, là, si tu remontes un petit peu, tu vois qu'on n'a pas tout le texte en entier. Dans les études, on n'a pas toujours tout le texte. Là, ils nous mettent des extraits, entre guillemets, pour donner un peu l'eau à la bouche et pour qu'on paye les études scientifiques. Mais aussi Pour les ça. extraits pertinents. Les Mais c'est extraits des qui sont extraits censés pertinents et de quoi être ça parle. utiles. Voilà. Et là, du coup, on a quelques petits trucs. Alors, vu qu'aujourd'hui, on veut juste vérifier la fiabilité, bon, bah là, on est sur une méta-étude qui regroupe des études déjà faites. Donc, on va pas s'intéresser au contenu, puisque le contenu, c'est le contenu des autres études. On a encore plein de citations, blablabla. Bla, bla, bla. On a la conclusion. On rappelle, la conclusion, il faut la lire, mais c'est là où on peut le plus se faire avoir. Et du coup, on a 98 références sur base de cette méta-étude. Et on a ensuite 487 citations. Ça me paraît pas dégueulasse. 487, c'est vraiment énorme pour une étude Ouais, scientifique. Hein. ça paraît vraiment pas dégueulasse. Ok. Oui. On a ici l'acknowledgement. Si je dis pas de bêtises, Malo, c'est là qu'on sait justement qui a financé. Mhm. Malo, toi, tu nous dirais que là, est-ce qu'on a suffisamment de choses pour se dire, tiens, l'étude est fiable ou l'étude n'est pas fiable? Franchement, quand je vois le nombre de références, moi je dis, ça paraît fiable. Le nombre de références et le nombre de fois où ça a été cité, ce qui est dit, moi, ça me semble cohérent. Ainsi que, bah, personnellement, c'est un sujet que j'ai déjà beaucoup saigné, on va dire. Ça a été cité notamment Et- par des études récentes. J'imagine que ça aussi, ça nous aide Mm. à considérer que c'est fiable. Parce que si quelque chose s'avère ne plus être fiable dans le temps, on arrêterait de s'en servir, Ouais, il faut globalement. juste dire une fois ou deux fois, trois fois, c'est de la merde, et puis. Ouais. Donc du coup, 2023, 2023, 2023, 2024, 2024, 2024, c'est pas dégueu, sachant qu'en plus on sait que la recherche c'est pas ultra rapide, que faire une étude c'est coûteux, donc qu'il y ait des études aussi récentes, qu'il y en ait déjà 3 en 2024, c'est vraiment pas dégueulasse. Ok, Donc, à la base, on voulait voir les outils qui nous permettaient de vérifier si c'était fiable, parce que c'est bah, ça. c'est bien, des fois, t'as pas toujours le temps de scanner toutes les études comme ça en long en large. Quand tu fais un mémoire pour l'avoir fait, ouais, tu chopes 20, 30, 40 études, 50 études, tu t'en fais des masses. Ça prend juste un temps monstrueux de tout analyser. Donc nous, on veut des outils qui permettent d'automatiser ça. Quels outils est-ce que tu as à nous Exactement. proposer, Colin? J'ai une petite proposition qui s'appelle Perplexity AI. J'en ai très rapidement parlé dans l'épisode 1. Mais du coup, merci Tiffen. Tiffen m'a fait remarquer qu'il était très facile, un peu comme avec ChatGPT, de demander quelque chose qui nous sort une réponse erronée. Pas parce que Perplexity fait de la merde en soi, mais parce que Perplexity, lui, ne va pas faire le travail qu'on vient de faire, et donc va me sortir l'étude la plus régulièrement citée, ou l'étude qui ressort chaque fois qu'on fait la recherche, etc., etc. Et ça veut pas dire que c'est la plus pertinente. Donc, première chose où on a moins de chances de se foirer, c'est que si je demande à Perplexity plutôt de me détailler un truc que j'ai pas compris, il y a beaucoup plus de chances que ce soit valable. Par exemple, là, je considère que cette étude est pas trop dégueulasse. J'ai pas spécialement envie de tout digérer et il y a des petits bouts que j'ai pas ultra bien compris. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple prendre ce pavé et je vais dire à Perplexity que je suis pas sûr d'avoir compris en quoi on peut réduire les effets néfastes de la maladie d'Alzheimer par une concentration accrue de neurotrophine. Là, je suis paumé. Neurotrophine, je sais pas ce que c'est. Machin. Je vais prendre ce petit pavé et je vais lui demander, par exemple, précisément, que veut dire neurotrophine et quel est l'impact qui est cité ici. Donc voilà, pouf, là il m'explique ce que c'est que la neurotrophine. Normalement là il se foire pas trop parce que c'est vraiment une demande générale, mais sur un sujet à peu près connu. Et ensuite, touk touk touk, et là il m'explique que un entraînement régulier augmente le niveau de neurotrophine.
ça a un effet, du coup, qui déclenche un des mécanismes, blablabla, which physical activity may reduce the risk or slow the progression of Alzheimer's disease. Ok, donc là, c'est un peu plus logique. Si vous parlez pas anglais, faites la traduction. En gros, dans des mots moins scientifiques, m'entraîner augmente la neurotrophine. La neurotrophine a tendance à créer un mécanisme qui va ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer. Ok, c'est vachement plus digeste, c'est vachement plus cool. Donc voilà, premier outil. Ne prenez pas ce que vous dit Perplexity pour argent comptant, parce qu'il va pouvoir se baser des fois sur des choses erronées, des choses trop vieilles, en fait tous les points qu'on a cités plus tôt. Un autre outil que je vais vous proposer, c'est Simago Journal and Country Rank. Mais là encore, il faut quand même grinder un petit peu, c'est-à-dire par exemple, si je prends cette université, pouf, donc il faut en fait retrouver les organismes là-dedans. Je vais prendre l'organisme et sur Simago, Journal and Country Rank, je vais pouvoir rentrer, hop, la petite université et il va me dire à quel point pour lui, cette université a été fiable ou non. Alors, je vous laisserai faire vos propres recherches de tout le fonctionnement, mais là, en gros, il dit dans quelle zone, généralement, ça fait des études, médecine, public health, environmental, etc. Ok, on est bien dans le sujet. Ça dit depuis combien de temps, ça donne l'ISSN, donc ça, si vous commencez à vous accrocher un petit peu côté études, vous allez avoir des détails. Là, on va avoir un gros pavé que je ne vais pas faire chier tout le monde à lire, mais qui détaille un peu plus. Et si on descend, aha, Q4. Alors, faut savoir que, en gros, de Q4 à Q1, c'est comment il va jauger la fiabilité uniquement par à quel point c'est repris par d'autres instances. Donc là encore, ce n'est pas suffisant pour se dire c'est pas fiable parce que c'est Q4, mais ça veut au moins dire que très souvent c'est pas repris par d'autres instances. Donc voilà, là il estime un peu la fiabilité. On voit que son score est plutôt en hausse, donc c'est de plus en plus fiable. Ok. Et que au début il n'y avait pas beaucoup de documentation et que ça augmente. Donc déjà, je peux y remettre en perspective, c'est que potentiellement jusque-là il n'y avait pas beaucoup de documents pour être repris et pas tellement que les gens trouvent que c'est pas viable. En l'occurrence, on voit d'ailleurs que à quel point les documents ne sont pas cités, bah, c'était énorme au début et qui sont de plus en plus cités. Donc ça peut être juste le temps qu'un organisme soit de plus en plus connu, réputé et donc réutilisé. Si vous êtes courageux, parce que là, le but, c'est pas de vérifier précisément que cette étude est fiable, parce que comme on l'a dit, on sera jamais sûr à 100%, et en même temps, on pourra jamais dire ça vaut rien à 100%. Mais si je voulais vérifier le plus possible, je prendrais tous les petits organismes, je les vérifie ici, je vois que globalement, toutes les infos me laissent penser que c'est ultra fiable, plutôt fiable, moyennement fiable, pas du tout fiable. Si là, je prends tous les organismes, c'est foireux, la date, c'est 1950, c'est plus cité depuis 2000, bon, peut-être je vais aller chercher une autre étude. Si c'est exactement l'opposé, genre là, j'avais eu tout en Q1, tous les organismes, ils sont en Q1, c'est cité par 2500 personnes, ok, je vais m'y fier à fond. C'est basiquement sur ça qu'on va fonctionner. Est-ce que tu as des choses à redire là-dessus déjà, Ahmad, au niveau compréhension? Est-ce que tu as l'impression que ça, c'est des outils que toi, tu pourrais utiliser et que tu te sentirais déjà un peu plus d'attaque de lire une étude? Je pense qu'il m'aiderait beaucoup, oui. Mais le souci avec ces outils, c'est que, en fait, tout de même, on ne peut pas se fier à 100% non plus. Donc, ça va améliorer la fiabilité de l'étude. Ça va permettre de me dire, OK, je sais que cette étude n'est pas de la merde à 100%, mais je peux pas, en fait, grâce à ces outils, je peux pas dire qu'elle est fiable à 100% non plus, mais plutôt à, allez, 80%. Mhm. Alors que si j'avais pas ces outils, je pense que j'aurais jamais pu vérifier à quel point c'est fiable ou non. Et Ok, comme tu dis, donc j'aurais pas pu mettre dans des paliers de c'est fiable, peu fiable, c'est très ça, ça fiable. permet d'hierarchiser un peu mieux, on est d'accord, mais Exactement. on pourra jamais dire c'est vrai. C'est une erreur qu'on retrouve souvent quand on cite des études, c'est Exactement. non, c'est vrai, c'est dans l'étude. C'est ça, il n'y a L'étude, pas de elle dit vraie pas c'est vérité vrai. avec un grand V. Ouais. Malo, est-ce que pour toi, on a fait le tour ou est-ce qu'il te vient une idée encore de ah non, on a oublié ça, c'est important. Pour moi, on a fait le tour. Pour moi, on a fait le tour. C'est bien de préciser. Alors, il y a pas mal d'études qui disent on pourrait, ça nous laisse penser. Ils utilisent beaucoup le conditionnel. Encore une fois, lorsque vous utilisez des études, faites la même chose et ne faites pas de fausses déductions. Donc, attention à tout ça. Juste regarde le protocole, fais tes déductions par toi-même. Utilise aussi le libre arbitre parce que c'est bien de se fier à des études scientifiques, mais faut pas toujours écouter ce qu'on nous dit. Il y a aussi une part de réflexion de soi-même. Je dirais même que la part de réflexion de soi-même, privilégier l'expérience personnelle à ce qu'on nous dit est souvent mieux.
du moins surtout lorsque, je sais pas, t'es pratiquant de street ou tu t'entraînes dans une autre discipline, tout ça, tu vas avoir des informations juste pour toi. Bah, vous privilégiez l'expérience personnelle. Les études peuvent être là pour te faire tester de nouvelles choses, mais fais pas quelque chose parce que l'étude dit ça c'est bien. Non, fais quelque chose parce que tu as observé qu'il y avait des résultats positifs. Ce qui compte après tout, c'est pas tant l'explication de pourquoi ça marche, c'est surtout est-ce que ça marche. Voilà, En drop fait, le mic. vous pouvez prendre les études comme une tentative d'expliquer des choses qui sont, elles, vraies, mais qu'on ne peut pas suffisamment bien expliquer, définir, analyser et comprendre pour vraiment savoir pourquoi elles sont vraies et où est le vrai là-dedans. Donc ça s'améliorera toujours et c'est plus une info en plus. Et dès que c'est que une info en plus, que ce soit parfaitement vrai ou parfaitement erroné, c'est déjà moins grave. C'est une info en plus que vous avez. Et sur votre expérience personnelle, vous allez pouvoir comparer. Et ça, d'ailleurs, à mon avis, c'est la meilleure manière d'utiliser les études. C'est-à-dire, j'ai remarqué que je vais chercher ce que dit la science là-dessus et je vais voir à quel point ça se lie ou pas. Et je vais peut-être apprendre des éléments supplémentaires qui expliquent pourquoi, quand je me suis cogné le petit orteil, j'ai mal. Bah, en fait, quoi qu'il arrive, quand je me cogne le petit orteil, j'ai mal. Hein. Si l'étude, elle dit non, elle se trompe. Parce que moi, quand je me cogne le petit orteil, j'ai mal. Mais peut-être qu'elle va m'expliquer pourquoi. C'est toujours- et Et la peut-être que plus troisième tard... comparaison de merde de Colin du podcast. Allez, il est sur un strike aujourd'hui. Bravo, Colin. Et je trouve que ça rejoint un truc qu'on dit depuis le début de Moule et du Ratron. Nous sommes cons, mais en Vous essayant êtes d'être con. intelligents, on le sera un peu moins demain. C'est J'adore. émouvant. C'est émouvant. J'adore. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la prochaine fois sur on sait pas quoi, parce qu'on n'a pas fait de transition. On en a des trou- sujets, on en a. On a plein de sujets. en a, c'est vous en faites pas. promis. Mais si vous avez des idées, l'espace commentaire est fait pour ça, que ce soit sur Spotify ou YouTube. On attend vos retours. À la prochaine, entraîne-toi bien, récupère bien. Ne bouffe pas trop d'études scientifiques quand même. Ouais, pas c'est très fatigant. digeste. C'est très théorique. Il faut faire du pratique. Faut faire les Le deux. pratique. Faut faire les deux. Le Commencez par la faut pratique. mettre en pratique le théorique. Voilà, commencez par la pratique et de temps en temps faites une petite cure de théorie pour voir à peu près à quel point ça colle à votre pratique. Croyez-moi, j'ai pas tenu un an de street parce que j'ai fait de la théorie. J'ai fait du pratique pour le faire. Allez. Un plaisir de vous retrouver sur le prochain Moumoulé du Ratrog. Merci à Matrou d'avoir été présent. C'est un plaisir. Et toujours plus loin, toujours plus haut. Soyez méta. Ouais. C'était toujours plus fort qu'il fallait dire.